Bonjour à toutes, à tous. Donc, je suis Corinne Santoni, fondatrice et présidente de la COP Conseil. Alors aujourd'hui, je suis la maîtresse du temps. Je suis en charge d'animer et de rythmer cette table ronde sur un créneau horaire un peu calamiteux, on ne va pas se mentir. Mais on a une bonne nouvelle, on a 4 super intervenants qui ont des histoires à vous partager. Et je vais les laisser se présenter eux-mêmes, si vous voulez bien. Et à toi, Grégory, si tu veux bien commencer. Bonjour à tous, Grégory Maulion. J'anime une équipe de business développement sur le marché français avec Mastercard qui s'occupe des partenaires digitaux, au nombre desquels nous avons les fintechs, les marchands digitaux, les PSP, les acteurs de la crypto, les processeurs. Voilà. Je suis André Gardella, président de Trésor depuis 1 an et demi. Alors peut-être un petit mot sur Trésor parce que je ne sais pas si tout le monde nous connaît. Trésor, c'est le premier BaaS créé en France, Bank as a Service, créé en 2015, licence d'établissement de monnaie électronique depuis 2016, racheté par le groupe Société Générale en 2019 et aujourd'hui présent en France et sur la plupart des marchés de la zone euro, avec en particulier 3 succursales en Italie, Allemagne et Espagne. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Mickaël Diguet, je suis le président et cofondateur de la société Algone. Algone, c'est une scale-up européenne, donc fondée à Paris en France, et qui a pour mission de rendre le crédit plus accessible et plus responsable. Donc pour faire ça, en fait, on équipe donc les institutions financières qui prêtent aux particuliers, donc que ce soit les banques, les établissements de crédit à la consommation, les fintechs. On les équipe de solutions qui leur permettent de prendre des meilleures décisions de crédit et de mieux gérer le cycle de vie du crédit. Voilà, et donc on est, si je prends le cas particulier de la France, on travaille avec la quasi-totalité des acteurs qui prêtent sur les cas d'usage du crédit à la consommation et du paiement fractionné. Donc des grands groupes bancaires. On a également des grands partenaires comme Mastercard ici présent. Donc voilà, je vais finir par juste dire que les enjeux de collaboration grands groupes fintech sont vraiment essentiels, voire vitaux pour Algone. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là. Donc, je suis Stéphanie Pochettino, je suis responsable partenariat et projet innovation au sein de Crédit Agricole. Et j'ai 3 missions. Alors, la première, c'est quoi? C'est animer un écosystème de référents innovation des filiales. On en a 15, avec une équipe, évidemment, et dont certains sont dans la salle et je les remercie. Deuxièmement, c'est d'organiser la présence du groupe Crédit Agricole au temps fort, organisé notamment par nos partenaires et Finance Innovation. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce que beaucoup de mes collègues sont intervenus. Je citerai Laurent Darmon, Pascal Luigi pour Before Bank, etc. Et puis, le troisième volet, et c'est celui qui me tient à cœur et que je partagerai avec vous aujourd'hui, c'est un collectif qu'on a monté qui s'appelle le groupe de travail Collaboration Startup, de volontaires au sein du groupe Crédit Agricole pour faciliter les parcours de collaboration avec les startups, qu'elles soient fintech ou pas. Et je remercie aussi Mastercard de m'avoir invité pour partager sur cette initiative. Merci beaucoup. Merci. Alors, on rentre dans le sujet. J'espère que ça va fonctionner. Pas du tout, j'en étais sûre. Voilà, ça marche comme ça. Est-ce que je peux avoir le slide suivant qui nous concerne, s'il vous plaît, si vous arrivez à le faire à votre niveau? Ok, vous êtes partis déjeuner? Ah, mais je vous mets le programme de l'après-midi, c'est génial. Est-ce qu'on peut avoir le slide ou pas? Ça commence. Si on déborde, ça ne sera pas de notre responsabilité. Ah, le voilà. Ah, non, c'est pas celui-là. Ok. Eh ben non. Voilà, je vous montre le premier. Alors, on parle de collaboration entre grands groupes et fintech. Ça, c'est la vision un peu simpliste que j'ai de cet écosystème parce que je suis dans la cible sursollicitée pour les levées de fonds, donc je n'ai pas la bonne vision. Et plus sérieusement, on sait que ces 2 dernières années, ça a été un peu, voire très compliqué pour la fintech en Europe. Alors aujourd'hui, pour chacun de vous, quels sont les nouveaux enjeux? Où est-ce que vous en êtes de votre trajectoire, sans occulter les difficultés, si vous voulez bien? Et pour commencer, si tu veux bien, Stéphanie, tu nous fais une petite approche un peu global picture, et si tu as quelques chiffres, on sera content. Merci beaucoup, Corinne. Alors, moi, ce que j'aimerais partager, c'est les résultats du diagnostic qu'on a conduit dans le cadre de notre groupe de travail Startup. Est-ce que c'est facile de collaborer avec une start-up à votre avis, et surtout dans le segment particulier des fintech, qui, je le rappelle, c'est 400-500 fintech pour un écosystème de 13 000 start-up environ. Et bien alors, sur les fintech,
À votre avis, qu'est-ce qui se passe entre grands groupes et start-up? Déjà, quand on interroge les grands groupes sur le caractère stratégique de travailler avec une fintech, qu'est-ce qu'on dit? À 95%, les grands groupes disent c'est stratégique. Que disent les fintechs? Elles disent, elles, à 71% que c'est aussi stratégique pour elles, qu'il y a un petit décalage. Et pour autant, à combien on situe le pourcentage de réussite de ces collaborations? Alors, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Michael. C'est pas très élevé, malheureusement. Combien? C'est pas 6. 6%. 6%, c'est juste très faible. Ça montre comment c'est difficile de réussir un mariage, laquelle on prend, comment on fait. Et c'est ça l'enjeu de cette discussion aussi. Alors de notre côté, c'est vrai que sur les 24-36 derniers mois, les problèmes de levée de fonds est un vrai sujet. Et ça a été d'ailleurs une discussion constante avec les fintechs de notre côté. Mais de notre côté, on voit qu'il y a une très forte croissance de la fintech. Ça représente pour nous, en termes de croissance de volume, plus de 20 à 30% par an sur la France. Donc nous, très clairement, ce n'est pas un sujet, c'est très stratégique. Et notre trajectoire, elle est de continuer à accompagner les fintechs encore plus, je dirais, qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on a même chez Mastercard décidé de dédier un département pour s'occuper de ça, donc les partenariats digitaux. Après, une fois qu'on a dit ça, on constate bien évidemment qu'avec la baisse des levées de fonds, parce qu'on parle quand même entre 2022 et 2023 de montants qui ont été divisés par 3, on a les BaaS et les fintechs qui ont dû s'adapter. Et donc, nous, on a vu vraiment les fintechs et les BaaS pivoter vers de nouveaux modèles pour offrir plus de rentabilité, plus de profitabilité, et clairement, par exemple, servir les corporates plutôt que les particuliers. Alors qu'à l'origine, les BaaS, il y a 10 ans, c'était créé sur le lancement principalement de fintech dans le domaine des particuliers. On voit un shift complet vers le corporate qui est plus rentable, plus stable, qui paye mieux aussi. Et également, on voit un shift dans la typologie de cartes. Donc, souvent lancer des cartes plutôt business. Et donc, on a beaucoup de discussions dans ce domaine-là, plutôt que des cartes pour les particuliers, avec des modèles qui sont bien évidemment plus rentables. Et donc, nous, aujourd'hui, sur le marché de la fintech, on voit à peu près une dizaine de BaaS sur le marché français. On a à peu près 80% qui sont dédiés corporate, pro-PME. Donc, c'est vraiment un changement complet de paradigme de notre côté. Et à côté de ça, nous, l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner avec des solutions sur les pro-PME, justement, et les corporates, plutôt que sur les sujets particuliers. Et peut-être juste un mot très rapide. En termes de contexte, on sait qu'il y a une crise par rapport au levée de fonds, mais la réalité, c'est qu'il y a des segments qui s'en sortent très, très bien. Et je vous invite à lire le rapport de l'Observatoire de la FinTech, auquel on est associé, qui montre un certain nombre de segments qui lèvent, un certain nombre de segments qui sont en forte croissance, et c'est le cas en particulier de tout ce qui est pro-PME, c'est le cas des sujets employee benefits, et c'est le cas également de tout ce qui est ESG, on en a parlé tout à l'heure dans les autres tables rondes. Merci. Alors pour ce qui concerne Trésor, notre trajectoire est la suivante, et assez cohérente avec ce que tu dis, Grégory. Trésor, au début de son histoire, est la fintech des fintechs, et c'est sous les ailes protectrices de Trésor qu'ont pu se développer des success stories comme Lydia, comme Conto, comme Shine et comme d'autres, comme Swile. Et en fait, petit à petit, nous arrivons à la conclusion que ce fonds de commerce qui est extrêmement exigeant et qui a eu le mérite finalement de valider le concept de business de Trésor, c'est un fonds de commerce qui est relativement instable parce que concrètement, en fonction des use cases, plus la fintech va grandir, plus elle aura tendance à prendre sa propre licence et à s'affranchir de son fournisseur de base. Ou alors elle fait l'objet d'une opération de M&A, intègre un groupe qui a ses propres solutions et quitte également Trésor. Donc sans renier ces racines auxquelles nous sommes toujours extrêmement attachés, nous sommes en train de faire évoluer notre fonds de commerce en déplaçant petit à petit le barycentre vers les corporates, qui sont une clientèle différente. Mais plusieurs études montrent que c'est quand même sur les corporates que se situe l'essentiel de la croissance dans le domaine de l'embedded finance dans les années qui viennent. Et puis sur les FIs également, donc les institutions financières, parce que quand on a eu la chance de construire une plateforme technologique qui est robuste, qui est agile, qui est suffisamment modulaire pour apporter des solutions à la start-up, à la PME et à l'entreprise du CAC 40,
on est également en capacité de servir les clients les plus exigeants en ce domaine, que sont les institutions financières régulées, qui sont souvent dans des dilemmes de buy or build, et qui finalement, grâce à Trésor, ont une option buy qui est probablement plus rapide, plus agile et moins chère que l'option de construction. Et je pense à de l'émission de cartes, je pense à la nouvelle obligation qu'ont toutes les banques, y compris les plus petites, de proposer de l'instant payment très prochainement, et puis également à des besoins de continuité d'activité liés à des réglementations type DORA, qui imposent aux banques d'aller chercher des prestataires en mesure de les accompagner sur des plans d'activité, notamment en cas de cyberattaque. Et Trésor est en mesure, grâce à la plateforme qu'il a construite et consolidée, d'offrir ce type de service également aujourd'hui. Merci. Michael, si tu... Oui, alors ça va être effectivement assez cohérent avec ce que disent mes prédécesseurs. Peut-être je vais souligner le fait que la crise qu'on vit depuis 2 ans dans l'univers de la FinTech est quand même très sévère, hein. Donc voilà, il y a le contre-coup du Covid, des événements géopolitiques malheureux qui ont causé une inflation, les banques centrales qui ont tenté de juguler, enfin qui tentent de juguler l'inflation via la hausse des taux, et la hausse des taux qui ont complètement asséché en fait le financement qu'on appelle le financement VC, donc le financement des startups. Donc nous, courant 2022, on est passé d'une situation où on allait réaliser une belle levée de fonds, un bon montant, belle valorisation, à une situation où en quelques semaines, c'est devenu impossible du fait de l'effondrement des valorisations des sociétés dans la tech et en particulier dans la FinTech. Donc il a fallu qu'on s'adapte très rapidement et on a pris assez rapidement 2 décisions stratégiques qui ont été peut-être salvatrices. La première, ça a été de nous mettre tout de suite en ordre de marche vers la rentabilité. Et donc en particulier, ce qu'on a fait, c'est cohérent avec ce que tu disais. Voilà, on a repositionné nos efforts commerciaux sur les grands groupes bancaires. Alors ça ne veut pas dire qu'on a laissé tomber les fintech, hein, loin de là, mais là où on s'attendait à une croissance très forte de la fintech à partir de 2022, voilà, on s'est repositionné sur une logique grand compte, voire très grand compte. Et la deuxième décision stratégique qu'on a prise également, c'est pour se financer, se rapprocher de grands partenaires. Donc c'est à cette occasion que Mastercard et Sopra ont investi chez nous. Donc on a levé moins d'argent, mais de l'argent plus smart, plus stratégique, puisqu'évidemment ces investissements ont été accompagnés de partenariats stratégiques qui nous aident dans notre développement commercial et dans notre développement à l'international. Donc voilà. Et l'enjeu pour nous et pour la plupart des fintechs, c'est de maintenir une croissance forte avec moins de moyens. Donc moins de moyens, c'est plus compliqué, mais nous on a la chance d'avoir donc des grands groupes en clients et en partenaires. Et ça nous aide à compenser justement ce manque de moyens et de ressources. Merci. Alors, je ne peux pas tout faire avec mes fiches Barthès, là. Et il semble que le constat soit partagé quant à la nécessité aujourd'hui pour les fintech de sortir d'une espèce de quant à soi, je vais dire ça comme ça, et de collaborer avec des grands groupes plutôt finalement que de se poser en concurrent direct, comme ça a pu être le cas. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, Grégory et Stéphanie, dans l'ordre que vous voulez, comment les grands groupes accompagnent les fintech? Et pour ne pas vous couper, Michael et André nous diront ensuite comment les fintech peuvent générer de la valeur avec les grands groupes. Vous battez pas. Merci Grégory. Stéphanie. Alors, du coup, je vais essayer de vous dresser un panorama de ce que fait le groupe Crédit Agricole pour accompagner les startups au sens large, pas que les fintech, puisque sinon ça serait un peu trop réducteur. Donc le Crédit Agricole, c'est quoi ? C'est 3000 startups accompagnées depuis plus de pas loin de 2001, donc ça fait plus de 20 ans. On est comment ça se passe ? Il y a des accélérateurs, vous en avez tous entendu parler, les villages Baïsé à Paris. Ça a été créé il y a 10 ans, en fait. On l'a marqué lors du dernier Vivatech comme un grand event, avec plus de 750 startups accompagnées, 750 partenaires grands groupes. Et je ne citerai pas tous les sites. Aujourd'hui, il y a 44 villages en région, mais aussi en Italie maintenant, il y en a 5, et au Luxembourg. Donc ça, c'est les villages. On a aussi la fierté d'avoir le FIRECA, qui est donc le premier organisme qui a permis de financer des startups avec des besoins métiers pour répondre 80 startups accompagnées. Je citerai aussi La Fabrique, qui est aussi une belle réussite d'un startup studio créé sur l'initiative de Laurent Darmon en 2018, qui est intervenu ce matin, en ouverture quasiment, et qui a permis de créer 9 startups fintech, pour le coup, là, qui répondent à des besoins pro, directeurs financiers et maintenant des RH.
Et je citerai maintenant les dernières initiatives qui ont été montées par des filiales comme KCIS, qui sont dans le domaine de l'asset management, de services aux asset managers notamment, et qui ont créé le Connextor pour permettre à leurs clients d'avoir des sujets de reporting réglementaire avec des fintech, 6 fintech labellisés. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je citerai également le Startup Connection d'Indosuez Wealth Management, qui permet de flécher l'épargne de clients fortunés vers des fintech ou des startups au sens large. Voilà, donc la stratégie d'accompagnement, c'est ça. Et nous, à notre petit niveau, ce collectif de volontaires qui consacre quelques heures par mois d'ici fin juillet, c'est d'essayer de construire un parcours qui va faciliter le parcours entre les 39 caisses régionales, les 15 filiales, pour répondre à des besoins métiers et aider donc aux enjeux de survie des startups, puisque là, on parle pas, il ne faut pas qu'un seul village BySea pour faire grandir une startup. Il faut tout un écosystème. C'est ce que disait Alain Papias. La table des décideurs de ce matin était très illustrative, avec aussi Brice Van de Waal de Mastercard. Et on a besoin de tout l'écosystème pour faire grandir nos startups qui nous aident à faire la banque de demain. Grégory, tu veux compléter ? Oui. Nous, de notre côté, on a toujours eu à cœur chez Mastercard d'accompagner les acteurs non traditionnels. Donc les fintechs, ça faisait vraiment du sens, parce qu'on avait commencé par les banques de la grande distribution, les telcos, il y a plus de 15-20 ans. Il y a 10 ans, on a commencé à accompagner les fintechs. Et mine de rien, en faisant un petit peu d'histoire, on a contribué réellement au lancement d'un certain nombre de fintechs. Parce que sur le marché, quand les fintechs venaient nous voir, nous on disait oui, et le marché souvent disait non. Et donc, c'est un peu notre contribution de ce point de vue-là. Mais au-delà du lancement, et ça s'est jalonné finalement au cours des 10 dernières années, on a mis en place un certain nombre de programmes pour accélérer le développement des fintechs. Et donc, ça s'est fait assez naturellement, le premier étant FinTech Express, qui permettait notamment de réduire le temps pour lancer des programmes de cartes. C'était très important pour les fintechs, pour leur go-to-market et pour pouvoir commencer à faire leur activité. On a mis en place après un programme Mastercard Engage qui est encore très très vivant, qui permet la collaboration entre les fintechs et les partenaires technologiques. Et également un autre programme qui est le Start Pass Programme, qui est un programme très engageant pour les équipes produits, services de Mastercard, puisqu'en fait on dédie des ressources. Et c'est un programme par contre qui est particulièrement sélectif, puisque seulement 5% des dossiers sont acceptés par Mastercard. Et on a eu le bonheur d'y faire rentrer Algone en 2023. Et donc c'est un programme qui permet de faire de la co-innovation et derrière de projeter aussi la FinTech par le biais de nos réseaux à l'international en particulier. On a fait rentrer il y a quelques semaines Koulipa, qui est un wallet crypto également. Donc on essaye de notre côté sur le marché français vraiment de pousser un maximum de FinTech françaises sur ces programmes. Et juste, je voudrais terminer, parce que là, on célèbre les 10 ans d'un certain nombre de fintech. C'était nickel il y a quelques semaines. Hier soir, on était aux 10 ans de CoinHouse de notre côté. Et on a le sentiment qu'il faut accompagner une nouvelle génération maintenant de fintech. Et donc, on a lancé un nouveau programme qui s'appelle le Mastercard for Fintech programme, qui vient détecter une nouvelle génération de fintech et les accompagner avec un nouveau programme. Merci. Je vous laisse enchaîner. André, si tu... D'accord. Alors, comment est-ce qu'un acteur comme Trésor peut apporter de la valeur à un grand groupe ? Alors déjà, un grand groupe, ça peut être plein de choses. Ça peut être une société de télécom, ça peut être un assureur, ça peut être des tas de choses. Finalement, chacun de ces acteurs, et l'intervenant qui parlait avant nous sur l'estrade, parlait notamment de l'arbitrage final que fait toujours le consommateur. Dès lors que la sécurité implique de la complexité dans le parcours client, automatiquement l'arbitrage se fera en faveur de la simplicité. Et finalement, un acteur comme nous, qu'est-ce qu'on apporte à un grand groupe ? La plupart des grands groupes sont confrontés à des exigences de fluidification de leur parcours client qui se digitalisent. L'embedded finance répond à ce besoin. Et Trésor, au sein de l'embedded finance, répond à ce besoin en apportant des briques de paiement au sens large, avec des émissions de cartes virtuelles, de la gestion de flux, etc. Donc les besoins des corporates sont très variés, mais in fine, la plupart d'entre eux, à un moment, ont besoin, que ce soit pour le parcours client ou pour leur propre gestion interne, de flux de trésorerie, etc., de fluidifier un petit peu les choses. Et c'est ce qu'apporte Trésor. Les particularités d'une interaction avec un grand groupe quand on est une scale-up, y compris quand on est filiale d'un grand groupe,
C'est très différent quand même, hein. Ce sont des animaux quand même relativement différents par rapport au fintech. On le disait également en introduction. Il y a une certaine lenteur dans la prise de décision. Il y a un taux de mortalité des projets qui n'est pas le même. Quand on commence à travailler avec des corporates, on commence sur des projets, on y passe du temps, on y dédie de ressources, puis ça passe à l'échelon de validation supérieure et il y a un cut, et puis ça passe au 3e niveau, il y a un nouveau cut, et finalement on se rend compte que sur 10 projets sur lesquels on a travaillé, il y en a peut-être 2 qui arrivent à l'arbitrage final. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et voilà. Et dans tout ça, et puis évidemment, un accompagnement spécifique, une comitologie, une traçabilité des décisions des comités. Voilà, c'est assez complexe et en même temps, c'est carré. Et qu'est-ce que ces acteurs attendent d'un Trésor? De l'agilité, du time to market, de la réduction de coûts. Je parlais tout à l'heure du dilemme entre buy et build. Très clairement, nous apportons une option build, une option buy moins chère que l'option build. Et puis ces acteurs sont également extrêmement soucieux, beaucoup plus qu'une fintech, du risque de réputation, des risques opérationnels, de la stabilité, de la solidité de leurs prestataires. Donc c'est quelque chose qu'un corporate attend d'un partenaire BaaS et que nous n'avions pas l'habitude d'avoir en termes d'exigence avec des fintechs auparavant. Alors moi, je dirais que d'une manière générale, la collaboration fintech et grands groupes permet de tirer les points forts de chacun. La fintech, ça va être l'agilité, la rapidité dans la décision, la rapidité dans l'action, la capacité à attirer certains talents, une familiarité avec l'innovation, avec la technologie. Là où le grand groupe, ça va être la solidité financière, la résilience, la marque forte et installée, des parts de marché importantes, une grande puissance dans le réseau de distribution. Et voilà, et c'est en combinant ces éléments-là qu'on tire toute la valeur pour l'écosystème. Donc dans notre cas, Algone, donc nous on travaille et avec des grands groupes en clients et des grands groupes en partenaires. Pour ce qui est de nos clients, on leur apporte une manière différente d'appréhender le risque crédit, une manière plus innovante qui donne beaucoup de ROI. Hein. C'est quelque chose qu'on mesure depuis quelques années maintenant. Le ROI est très important et on leur permet aussi de rester dans la course technologique vis-à-vis d'acteurs plus jeunes, plus tournés vers la technologie qui leur font concurrence. Et en retour, les grands groupes nous donnent un revenu plus confortable, plus stable. Voilà, et puis une crédibilité aussi, parce que c'est toujours un honneur de travailler avec des grands groupes bancaires. Sur le plan des partenaires, donc nous, on apporte nos produits, des nouveaux produits qui viennent compléter les offres de nos partenaires. Donc ça permet à nos partenaires de vendre plus et de vendre mieux. Et en échange, nous, on a la crédibilité et dans le cas des partenariats qu'on a entre Algone et les grands partenaires, on a aussi accès à de l'aide sur notre développement commercial, en particulier à l'international. Alors, c'est pas simple tous les jours non plus. Hein. Voilà, il y a des points d'amélioration. Nous, la plus grande souffrance qu'on a, je pense, c'est cette espèce de réflexe chez certains grands prospects qui cherchent à internaliser les choses. Alors ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, jusque-là, ça n'a jamais marché. Et ça, c'est juste une perte de temps et puis de la destruction de valeur pour notre prospect. Il y a aussi, André, tu le disais, parfois une difficulté de communication entre deux mondes très différents, des manières d'appréhender le temps très différentes. Donc ça peut poser certains problèmes. Mais il y a des améliorations, mais on voit que parfois ça marche. Et quand ça marche, c'est souvent quand même des histoires de femmes et d'hommes qui se comprennent, qui arrivent à travailler ensemble. Donc moi, ça me fait dire quand même que je pense que la formation, c'est quand même un point clé pour favoriser le partenariat entre les grands groupes et les fintechs. Merci beaucoup. Alors, on a parlé enjeux, difficultés, en particulier côté fintech. On vient de parler de valeurs partagées. On a le sentiment que l'horizon des fintechs, c'est un peu d'être absorbé. Est-ce que c'est une fatalité? Quels sont les facteurs de succès ou les difficultés lors d'une prise de participation ou d'une acquisition? On va rester avec vous, André et Michael, pour cette partie. Vous êtes deux fintechs, en fait, avec deux modèles d'actionnariat différents. Alors, pourquoi ces choix, si vous pouvez les donner, et quels sont les avantages et inconvénients que vous y voyez? Alors Corinne, on ne va pas se mentir. Quand je suis arrivé chez Trésor, les actionnaires étaient déjà là, donc ce n'est pas moi qui les ai choisis, ce sont plutôt eux qui m'ont choisi. Donc voilà, pour mémoire, donc l'actionnariat de Trésor, Société Générale en actionnaire majoritaire et Mastercard depuis 2022 en actionnaire minoritaire.
évidemment, je ne les ai pas choisis, mais si j'avais pu les choisir, je n'en aurais pas choisi d'autres. Que cela reste au procès bonne réponse. verbal. Voilà. Alors, quand on regarde ce qu'est Trésor, Trésor, c'est toujours très compliqué à expliquer. Dans un dîner en ville, on vous demande qu'est-ce que tu fais. C'est toujours un peu compliqué de dire je travaille dans un BAS, mais c'est quoi un BAS? Alors, le shortcut que j'ai trouvé, c'est de décrire Trésor comme finalement la superposition de deux mondes. Trésor est une IT company, et à ce titre, elle se doit d'être cutting edge en termes d'innovation, de technologie, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis du régulateur. Et puis Trésor, c'est une entité régulée. C'est un établissement de monnaie électronique qui a une licence. La licence est une concession que la puissance publique nous octroie en contrepartie d'un certain nombre de diligences que nous sommes tenus d'opérer sur les transactions qui passent sous nos yeux. Et quelque part, quand je pense à ces deux mondes et aux contraintes qu'ils impliquent, je dirais que Société Générale est un actionnaire idéal pour couvrir la partie licence. Nous nous appuyons énormément sur Société Générale en termes d'outils, en termes de process, en termes d'expertise, de sachant sur tout ce qui tourne autour de la licence et donc la maîtrise des risques opérationnels, le cadre, le dispositif de contrôle interne, les outils LCBFT, etc. Société Générale nous apporte également une stabilité financière qui nous donne quand même la sérénité et la possibilité de nous dédier à nos clients davantage qu'à la prochaine levée de fonds. Et c'est vraiment une chance que je mesure. Hein. Nous avons bouclé la semaine passée une augmentation de capital. Voilà, ça ne m'a pas occupé des journées et des journées. Donc ça, c'est vraiment un atout d'avoir un actionnaire finalement industriel qui est là pour des finalités industrielles, de synergie métier et pas de retour juste financier. Et si je me tourne vers Mastercard, mon deuxième actionnaire, qu'est-ce qu'il m'apporte? Il m'apporte une intelligence de marché dans les domaines qui sont les miens, en France mais également en Europe. Il m'apporte la possibilité d'accéder à des produits en avant-première, en avance de phase par rapport au marché. Nous avons, Grégory, lancé ensemble avant-hier un communiqué de presse dans lequel nous faisions état du déploiement chez Trésor de deux outils Mastercard, RiskRecon en matière de lutte contre les cyberfraudes, les cyberattaques, et puis AML Account Risk, qui est un outil basé sur l'intelligence artificielle, du machine learning, qui nous aide, qui complémente notre dispositif de détection d'opérations potentiellement liées à du blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sur les transactions par carte. Donc, et juste un petit mot, parce que c'est le plus important, et Société Générale et Mastercard sont le principal fournisseur de leads commerciaux pour Trésor. Nous nous tournons vers le monde des corporates. Société Générale a un fonds de commerce incroyable en France et sur les marchés européens que nous ciblons. Mastercard est souvent la porte d'entrée vers laquelle se tourne une entreprise quand elle a besoin de services d'émission de cartes. Voilà, ce sont deux fournisseurs d'affaires qui sont exceptionnellement bien positionnés pour aider Trésor dans son développement. Alors nous, chez Algon, on a un modèle d'actionnariat effectivement différent. On est indépendant, en ce sens que voilà, la société appartient toujours à mon cofondateur Paul et moi-même. Donc on a fait des levées de fonds, hein, on a des actionnaires financiers au capital, mais on a toujours plus de 50% des droits de vote. Alors c'est pas forcément un souhait, hein. Nous on s'est toujours dit qu'on allait enchaîner les levées de fonds et donc un jour devenir minoritaire, mais voilà, il se trouve que la crise, on a décidé autrement. On a levé moins d'argent que prévu et aujourd'hui on a notre indépendance, on a la maîtrise de notre destin et finalement ça nous va bien, ça nous convient, ça nous a permis de nous mettre très vite on track pour l'atteinte de la rentabilité, ça nous a permis de signer des très beaux partenariats. Et voilà, donc nous, on souhaite continuer sur cette ligne. Nos partenaires souhaitent également qu'on continue sur cette ligne. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, l'avantage de ce modèle, c'est, je viens de le dire, l'indépendance, la maîtrise de son destin, la capacité aussi de servir tout le marché sans exception. Donc, créer le plus de valeur possible pour l'écosystème et puis rester fidèle à notre mission qui est de rendre le crédit plus accessible et plus responsable. Et les inconvénients, c'est moins de sous sur le compte en banque, moins de moyens, moins de ressources, mais on compense avec nos grands clients et nos grands partenaires. Voilà. Merci. On va donner la parole. Alors, Stéphanie, Grégory, dans l'ordre qui vous conviendra. Côté CASA, Mastercard, quelles sont aujourd'hui vos stratégies d'investissement vis-à-vis des fintechs ?
Nous, il y a un message qu'on tient à passer quand même assez systématiquement aux fintech qui viennent nous voir, c'est qu'on n'est pas un venture capital. Donc on n'est pas là pour financer la fintech. Très clairement, c'est pas notre vocation. Par contre, et ça, la crise qui est passée par là nous a sensibilisés au fait que c'était effectivement un sujet extrêmement critique pour les fintech. On facilite énormément, de plus en plus, la mise en relation entre les VC et les fintech. Après, nous, on pousse davantage au partenariat, c'est-à-dire qu'on fait vivre aujourd'hui un réseau de partenaires fintech françaises qu'on va pousser systématiquement dans les propositions de valeur de nos clients. Et ça, c'est le plus important pour nous pour faire vivre vraiment l'écosystème fintech. Après, bien évidemment, on fait des investissements, mais ces investissements, ils sont toujours conditionnés à la capacité de faire des partenariats technologiques et commerciaux. Chez nous, c'est la base. Et donc, quand on fait des investissements, et on en a fait un effectivement avec Algone en 2023, c'est conditionné à la capacité de pouvoir accélérer le développement d'Algone et pour nous aussi de pouvoir mettre en place notre solution d'open banking, très clairement. Donc on a fait des investissements simples, je dirais. On fait aussi des prises de participation, donc on en a fait une avec Trésor en 2022. Et là, clairement, tu l'as dit, c'est pour vous équiper de technologies sur la cybersécurité qui nous paraissent, nous, être indispensables aujourd'hui pour développer un BaaS comme Trésor. Et aujourd'hui, clairement, la compliance est au sujet et au cœur de toutes les attentes. Donc c'est vraiment ce qu'on fait, plus la projection à l'international, qui est ce que peut faire un réseau international comme Mastercard. Et enfin, on fait aussi des acquisitions. On en fait peu avec les fintech françaises, mais on en a fait une en 2021, une société qui s'appelle HomeSend, qui fait du virement international. Et donc, on a intégré, après Benchmark, on les a rachetés définitivement en 2021, et on les a intégrés à notre suite de services Cross-Border Services. Et on n'est pas peu fiers de se dire que quand nos clients prennent HomeSend et Cross-Border Services, maintenant, ils payent un petit peu français. Ça, il fallait que je le dise. Petit clin d'œil. Stéphanie, je vois qu'on est un peu en retard, hein, donc je vais essayer d'aller vite. Ça va ? Alors, que dire plus que de stratégie d'investissement, je parlerai davantage des dispositifs qu'on continue de déployer au sein du groupe Crédit Agricole et de continuer à les développer. Donc, on continue à accélérer, incuber des startups. Et cette année, il y aura 3 ou 4 nouveaux villages qui seront ouverts. 1 en région et 3 à l'international en Italie. Donc ça montre la dynamique qui poursuit en région et en proximité, parce qu'on a besoin, c'est des hommes et des femmes, hein, donc la proximité du terrain est très importante. On continue évidemment à financer, hein, c'est le métier, donc il y a beaucoup de fonds d'innovation au sein du groupe, il y en a 38 fonds régionaux, il y a évidemment le fonds FIRECA dont je vous parlais tout à l'heure, qui finance des startups early stage pour des besoins métiers. Et qui a 110 millions d'euros disponibles. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, on a des nouveaux fonds thématiques sur l'agri-agro, puisque c'est le métier. Et sur le thématique des fintech, moi, je citerai quand même encore une fois la fabrique avec le Startup Studio, puisque l'objectif, c'est de créer en interne une expertise et de faire naître des startups dont le taux de survie est augmenté, justement, grâce à cette expertise du groupe Crédit Agricole qui se met au service comme dans une couveuse, qui aide des startups à grandir. Et aujourd'hui, il y en a 9 et elles sont toutes en vie et elles fleurissent et elles sont représentées aujourd'hui par KLS notamment et Laurent Darmon qui était là. Et puis, on va essayer de développer justement depuis 2024 la nouvelle initiative que j'ai vraiment la joie de porter. C'est-à-dire de créer une expertise sur les partenariats pour des besoins métiers. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir un métier, on est là tous ensemble à PankTech Day. Une start-up vient me voir, je ne savais pas lui répondre, donc je suis partie d'un constat très simple. Je rentre dans le domaine de l'innovation. Que dis-je à la start-up ? Donc, on est en train de créer un parcours qui mobilise 60 collaborateurs pour comment on achète, comment on se met en relation, comment on met en œuvre les diligences de conformité, puisqu'on ne travaille pas avec une banque n'importe comment. Vous l'avez rappelé, les diligences de conformité, de risque sont hyper importantes, puisqu'à la fin des fins, on traite des clients et des data clients souvent. Donc on est tiers des confiances. Donc voilà, on est au début de l'histoire et j'espère venir vous raconter la suite l'année prochaine. Voilà, sur cette initiative de volontaires du groupe Crédit Agricole qui veulent évidemment faciliter les parcours pour les startups de collaboration. Merci beaucoup. Alors,
pour terminer quand même, parce que le thème de cette table ronde, c'était comment réussir une collaboration FinTech grand groupe. Est-ce que vous pouvez nous partager chacun un sujet de fierté ou une success story qui serait justement née d'une collaboration? Je commence par André. C'est noté sur mon papier, mais c'est vrai que Ah bah d'accord, bah super. Alors c'est toujours difficile de faire un choix parmi tant de success stories que nous avons la chance d'accompagner. Il y en a une, moi, qui me plaît particulièrement. C'est pas forcément la plus emblématique, c'est pas forcément celle dans laquelle Trésor est le plus virtuose en termes de dispositifs technologiques, complexité, voilà. Mais je trouve qu'elle est bien parce qu'elle est win-win-win-win. C'est un petit agent qui s'appelle Lumo, qui est une plateforme de crowdfunding qui finance en fait des émissions obligataires qui elles-mêmes supportent des projets de transition liés à la transition énergétique. Et Lumo est entré dans le giron Société Générale. Et quelque part, là où c'est win-win-win-win, c'est que Lumo, grâce à ce nouvel écosystème, en fait, profite de l'expertise de la banque d'affaires de Société Générale pour screener les différentes opportunités d'investissement qui se présentent à eux. Et ça, c'est une valeur ajoutée dingue dans leur domaine. Ils s'appuient sur un trésor qui fait également partie de l'écosystème pour la gestion des flux entrants et sortants en lien avec ces investissements. Donc là, on est déjà à 3 wins, hein, Lumo, Société Générale et Trésor. Et puis, il y a un dernier win qui est la société, nos enfants, nos petits-enfants, parce que voilà, on contribue quand même très, très activement à développer, à accélérer le développement d'une FinTech qui est très engagée sur des sujets RSE et nous en sommes particulièrement fiers. Merci. Michael, si tu veux continuer. Oui, alors des success stories, on en a beaucoup, mais je vais rendre hommage à mes collègues ici présents, enfin 2 d'entre eux. Donc Crédit Agricole, donc nous on a commencé notre carrière de start-up au village by Crédit Agricole, et Crédit Agricole est aujourd'hui un super client qu'on est très fiers d'avoir. Et puis donc Mastercard, on a beaucoup parlé de notre relation, c'est quelque chose dont on est vraiment très fiers. Voilà, c'est un partenariat qui est ambitieux puisqu'il est européen, avec une complexité supplémentaire du fait d'un investissement. Pour autant, on a été pragmatique, efficace dans la réalisation de c'était challenging quand même. Mastercard n'investit pas, il vérifie beaucoup de choses avant d'investir, mais c'est tout à notre honneur. Par contre, on a vraiment été écouté, on s'est senti écouté, respecté, considéré dans tout le process, avec une visibilité à très haut niveau. Notre partenariat a même été annoncé à Money 2020 l'année dernière, Money 2020. Donc voilà, très fier de ça. Très fier aussi de la manière dont ça a démarré, puisqu'on s'est vite mis au travail. On a créé des offres qui combinent des produits, un peu comme tu le disais, des produits Algon et des produits Mastercard, et on les a mis dans les mains de clients. On a aujourd'hui signé on a des clients en production et très heureux de travailler avec nous, et c'est que le début. Et voilà, donc longue vie à notre partenariat et longue vie à notre relation commerciale avec Crédit Agricole. Merci, c'est encourageant parce que plus de 50% du public semble provenir des FinTech aujourd'hui. Stéphanie, si tu peux... Alors, il y en a plusieurs. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les startups de la fabrique. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a KLS pour une plateforme pour piloter le financement et le middle office des crédits à impact. Là aussi, ça participe à la transition. Il y a WorkLife, racheté récemment, qui permet de traiter les problématiques du DRH, des DRH sur les avantages salariés. Il y en a plein d'autres. Et dans les belles histoires auxquelles on a contribué à faire grandir et à faire rayonner des startups, je citerai Ansom aussi, qui a été labellisé Finance Innovation, qui est avec sa solution SerenIP, qui est une carte parlante. Et c'est une belle histoire aussi d'humains qui se rencontrent, puisque c'est Julien Delamorte qui a été accompagné par Xavier Valin, qui est le directeur du Lab Paiement CAPS. Je ne sais pas s'il est dans l'assistance, mais s'ils sont là, en tout cas, c'est une superbe histoire dont on entend parler jusqu'au niveau de la présidence de la République, donc voilà, et qui est diffusée maintenant partout dans toutes les banques quasiment françaises, et qui permet de résoudre une problématique cliente très importante. Donc voilà, j'en aurais plein d'autres à raconter, mais je crois que j'ai pas le temps. On est pas mal, vous avez été sage. Grégory, pour ta part?
Moi, les fiertés, elles sont juste à ma gauche. Donc, effectivement, que ce soit Algone ou Trésor, c'est des partenariats qui nous ont occupés pendant quelques temps, mais qui nous donnent énormément de satisfaction sur le sérieux de la construction du partenariat. Après, je voudrais tirer un coup de chapeau aussi à d'autres fintech françaises qui nous plaisent énormément. Je pense à Gringot. C'est un compte éthique. C'est une petite équipe qui est extrêmement dynamique et qui a une croissance très, très forte. On travaille avec eux depuis le début et même nos équipes globales aux US les ont accompagnés et ça a été, pour eux, ils nous le disent très souvent, le gage de confiance d'équipe américaine pour eux a été très important. Et je pense, je veux citer aussi une petite fintech qui s'appelle Ezio, qui est une fintech nantaise, qui propose des solutions de paiement sécurisées pour les aidants et les aider. Et tout à l'heure, à l'autre table ronde, on parlait des solutions qui manquent finalement dans les institutions financières. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on aille chercher dans ces fintechs ce qui peut éventuellement manquer. Nous, on les accompagne fortement. Ils sont assez modestes. Mais c'est aussi dans le domaine, encore une fois, de l'ESG, mais qui sont très importants dans l'ADN de Mastercard aussi, des sujets qui nous plaisent énormément. Voilà, merci beaucoup. Time over. Merci à tous les quatre. Merci à toute la salle d'être restés sur l'heure du déjeuner avec nous. Est-ce que tu veux un mot de la fin? Merci beaucoup.